Je m'appelle Anuban Kate. Je suis le cofondateur des Forums français. C'est une plateforme qui existe depuis un peu plus de 2 ans. Et dans cette plateforme, nous proposons des webinaires mensuels. Nous avons également un newsletter. Et nous proposons des webinaires sur des sujets comme le média, l'éducation, la politique, l'environnement, le yoga, Bollywood, j'en passe. Et l'idée, c'est vraiment de rapprocher les Français, les Indiens, de parler des sujets que les grands médias dans tous les deux pays ignorent. Voilà. Et aujourd'hui, puisque c'est une nouvelle année, j'ai pensé à commencer avec une nouvelle série de webinaires. Et là, j'aimerais bien inviter les Français qui habitent en France et les Indiens qui habitent les Indiens qui habitent en France pour faire parler de leur expérience socio-culturelle, professionnelle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Émilie Anand. Émilie vit en Inde depuis 2006. Elle y travaille. Elle est mariée avec un Indien. Elle a un enfant. Et depuis plusieurs années, Émilie écrit un blog, Indian Samurai, dans lequel elle partage ses expériences. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, j'invite Émilie et j'aimerais bien qu'elle nous raconte un petit peu de son enfance, de sa vie en France, ses études. Donc, à Émilie. Merci à nous, merci de me recevoir sur ton premier webinaire sur cette nouvelle série et je te souhaite tout le meilleur c'est une bonne idée, je pense. On est nombreux dans les deux pays à faire des échanges et ça serait sympa d'en parler. Merci. Donc, je m'appelle Émilie, moi je suis née à Paris. J'ai fait des études de commerce à Reims. J'ai fait un échange en Espagne. Ensuite, je suis partie 4 mois en voyage en Amérique du Sud et j'espérais bien trouver du boulot là-bas à mon retour en France. J'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas eu le courage de prendre mon sac à dos et de partir au Chili ou en Argentine. En revanche, quand ma mère m'a proposé de travailler pour un de ses collègues qui montait une entreprise en Inde et qui avait besoin d'un Français, elle me l'a proposé. Au début, j'ai dit non parce que j'avais déjà voyagé en Inde et c'était un des rares pays où je m'étais dit que j'irais jamais vivre. Voilà, elle est revenue à la charge 3 mois plus tard avec des arguments massus. Ça me permettrait d'apprendre l'anglais et c'était un pays en développement économique, donc ça me ferait du bien. Euh, et je suis partie. Voilà. Et je suis jamais repartie. Donc ne jamais dire jamais. Pourquoi j'avais pas eu envie d'aller en Inde au début, c'est parce que notre expérience était en touriste. À 18 ans, on avait fait un trek au Ladakh qui était de toute beauté. Et on était passé directement des montagnes du Ladakh au Vieux Delhi. C'était donc il y a 22 ans. Et au Taj Mahal en plein été, enfin en pleine mousson, mais l'été, il faisait chaud, humide. Enfin, bon, c'était pas une expérience que j'avais envie de poursuivre. L'Inde dans laquelle je vis est bien différente, elle a bien changé. Voilà, donc je suis partie en VIE à 23 ans, à Pune. Euh, je suis restée à peu près 2 ans. Cette expérience, ça m'a surtout permis de m'habituer au pays, je dirais. Plutôt professionnellement, c'était peut-être D'accord. moyennement intéressant, mais ça m'a permis de mettre de m'habituer, voilà. Et j'ai D'accord. ensuite changé. Voilà, Je me permets dis-moi. d'interrompre. Oui, avant d'aller parler de l'Inde, j'aimerais bien aussi te interroger sur ton expérience de Erasmus que tu avais fait en Espagne. Donc, Mm. comment cette idée de vivre à l'étranger était venue voilà, partir en Amérique du Sud? Donc, voilà, j'aimerais bien que tu développes un petit peu sur cette expérience avant de parler de l'Inde. Alors moi, enfin avec mes parents, on a beaucoup voyagé à l'étranger. Euh, donc Erasmus, ça m'a semblé évident. Enfin, j'avais la chance de pouvoir le faire. L'Espagne, un peu moins. C'est-à-dire qu'à nouveau, je voulais aller en Amérique du Sud, mais j'avais pas forcément les notes pour ces postes-là. Mais franchement, l'Espagne, ça a été
peut-être la plus belle expérience de ma vie. Enfin, je pense que c'est Erasmus dans toute sa splendeur. C'est pas pour rien qu'il y a un film qui a été fait dessus, mais c'est vraiment top. Et puis j'ai appris l'espagnol parce que ma première langue c'est l'allemand. Euh, et c'est suite à ça, suite à ce, dans mon échange, j'étais surtout enfin, je fréquentais surtout des Sud-Américains, des Chiliens, des Argentins. Et de là est né le projet dans un stage qui a suivi de partir en Amérique du Sud voyager. J'avais déjà été deux, trois fois. Euh, et à la base, je pensais pas vraiment m'expatrier. Je pensais une expérience d'un ou deux ans pour s'ouvrir à l'étranger, mais j'ai jamais vraiment eu de voie très définie de ce que je voulais faire et où. D'accord. Et tu avais fait quoi comme étude? Une école de commerce, Subdoco Reims, qui a été renommée depuis Neoma. D'accord. Ok. Et le voyage en Amérique du Sud que tu avais fait, ça faisait partie de tes études ou c'était un voyage pour découvrir? Alors après, enfin, dans le cadre de mes études, j'ai fait un stage dans un Mhm. journal qui parlait de bonnes nouvelles et euh, autour d'un déjeuner, on s'est dit, mais pourquoi on partirait pas en Amérique du Sud? Et puis on D'accord. s'est dit, ouais, c'est une bonne idée, mais il nous faut de l'argent. Donc on a décidé de monter une association qui s'appelait Pampa. Euh, Mhm. et l'idée de cette association, c'était de rencontrer des femmes qui travaillaient dans l'économie solidaire en Amérique du Sud. D'accord. Donc, je te la fais courte, mais en fait, on n'a pas réussi à réunir les fonds, donc on a tout avancé de notre poche. Et on est D'accord. parti. Et une fois arrivé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce projet? Parce que rencontrer ces femmes, c'est bien, mais il faudrait pouvoir en parler. Et donc, on s'est dit qu'on allait écrire un livre à quatre mains. Euh, et Mhm. on a gagné un tout petit peu d'argent avec ce livre qui a permis de nous rembourser une partie du voyage. Et puis, on a reversé le reste à une association. Euh, voilà, ça c'était C'est une bonne première idée. expérience d'écriture. D'accord. Oui, il me semble que j'ai lu dans un de tes blogs ou peut-être dans la préface de ton livre que tu t'es comparé à Columbus qui voulait aller en Inde et qu'il s'est trouvé en Amérique du Sud. Donc voilà, mais là, tu peux nous parler comment l'Inde est arrivée. Bon, c'était pas prévu peut-être. Bah ouais, c'est ça. En fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, après mon expérience en Amérique du Sud, c'est là où je voulais aller. Et Christophe Colomb, lui, cherchait les Indes. Il est atterri en Amérique du Sud. Alors bon, moi, je savais où m'emmenait mon ticket, mais mon billet d'avion, mais c'est un peu l'inverse. Donc, Christophe Colomb des temps modernes. Voilà, donc je suis arrivée en Inde sans avoir vraiment envie d'y aller. Euh, L'arrivée à Delhi a été un petit peu choquante. C'était il y a Mhm. longtemps, maintenant il n'y a plus le même aéroport, c'est différent. Mais je m'attendais à autre chose, je sais pas, j'avais l'idée qu'il faisait chaud. Enfin bref, je connaissais pas beaucoup l'Inde à vrai dire. Euh, D'accord. voilà, pas trop Donc oui, d'attente. donc c'est pour un VIE, il me semble, pour 8 C'était un mois ou un VIE, an. ouais, un Voilà. VIE. Mm. Et c'est intéressant parce que tu as dit que tu as fait ton VIE à Pune, dans le Ouais. Maharashtra. Et voilà, moi je suis originaire de Maharashtra, donc ça me parle. Et Pune, donc c'est à côté de Bombay. Et c'est une ville qui est vue comme une ville qui est un petit peu le centre culturel de Mm, Maharashtra. mm. Et c'est une ville assez jeune. Il y a beaucoup d'étudiants. Donc, parle-nous un petit peu de cette expérience d'être à Pune, de ton travail de VIO. Euh, voilà. Je pense que j'ai eu de la chance d'atterrir à Pune. À l'époque, en plus, c'était encore un peu plus à taille humaine. Ça s'est beaucoup développé depuis. On pouvait faire du vélo. Enfin, je pouvais faire du vélo. C'était en C'est effet bien en très étudiant, ça l'est 2006? toujours. C'est bien Ouais, 2006? 2006. Disons D'accord. 2007-2008. OK. Donc, je pouvais encore me déplacer à vélo. J'habitais un peu en dehors de la ville. Il y avait des champs. Euh, et il y avait toute la jeunesse Mumbaikar qui venait faire la fête. Ah oui. Alors, c'est pas que enfin, ça donnait une certaine dynamique à la ville qui était intéressante. Au bout d'un an, ils ont fait venir un police commissioner du Cachemire Oh, et il a fermé beaucoup d'endroits à ce moment-là. Donc, du coup, c'était un peu moins.
Mode Un peu fête. moins drôle, mais bon. Non, c'est une chouette ville. Le climat en plus est agréable parce que c'est un peu en hauteur par rapport à Mumbai, donc on a des semblants d'hiver. Ouais, Enfin, il y a des semblants d'hiver là-bas. 3 heures de route de Mumbai, donc c'est vraiment faisable. Beaucoup de choses à voir dans la région, des temples, des randonnées, des montagnes. Une super expérience. Et entre-temps, d'accord. depuis, j'ai pensé retourner à Pune. D'accord. Mais ce Donc, que on peut j'en dire ai que... vu, c'est beaucoup plus Mhm. développé maintenant. Oui. Et c'est vrai, maintenant, il a des métros, il a plein de projets. Du coup, par rapport à Bombay ou Delhi ou Calcutta, c'était un début peut-être moins brutal, est-ce qu'on peut dire? Ou Ouais, c'était moins... ça, un atterrissage en douceur. D'accord. Quand j'allais à Mumbai à l'époque, puisqu'il fallait bien y aller pour l'aéroport ou pour aller chercher des gens, c'était vraiment à chaque fois un peu le choc, la chaleur, tous les gens. Ouais. Et je pensais pas jamais que je pourrais y vivre. Quand j'y allais en passer une journée ou deux, j'imaginais pas. Et puis finalement, tu vois, au bout de 2 ans, j'ai cherché un boulot. Et D'accord. j'ai eu deux opportunités à Pondichéry et à Mumbai. Pondichéry, à l'époque, était un peu trop excentré pour moi en termes de transport. Donc, je suis partie à Mumbai. D'accord. Mais avant de nous parler de ton travail, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de VIE? Qu'est-ce que tu faisais? Comment tu étais engagé? Quelle entreprise ou quel secteur au moins? Domaine? C'était dans les polymères. Ok. Donc, on travaillait, on vendait la matière première pour faire des moules, notamment dans l'industrie automobile, parce qu'il y en a beaucoup à Pune. Ok. On était en phase de démarrage de l'entreprise. C'était un bureau de liaison. Et la première année, j'avais un collègue à Dubaï et l'autre à Bangalore. Mhm. Alors, voilà. Donc, c'était une entreprise française? Ouais, D'accord. Est-ce que les étudiants français à l'époque étaient intéressés par aller travailler en Inde ou pas? Ou tu non, étais la première? Non. non, D'accord. pas du tout. Enfin, non, pas du tout. Quand j'ai changé de job, Mhm. la seule chose, mon patron recrutait, il était là depuis 15 ans, il recrutait des Français. Et moi, la chose que j'en ai retenue, c'est qu'il cherchait des Français qui avaient déjà vécu en Inde et qui souhaitaient y rester. D'accord. C'était à l'époque les gens qui explosent, pas qu'ils explosaient en plein vol, mais qui pouvaient pas, qui supportaient pas. Euh, donc là, j'ai utilisé moi mes 2 ans de VIE pour m'habituer. D'accord. Donc moi qui pensais pas rester finalement, ouais. Et du coup, tu étais engagé par la même boîte, mais pour des autres Non, missions? Non? non, non. Au bout de 2 ans, j'ai changé. J'ai regardé j'ai pris la liste des entreprises françaises implantées en Inde. Mhm. Je les ai tous contactés, je crois, et j'ai eu 2 offres. D'accord. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était pas compliqué pour un Français ou une Française de travailler en Inde? Parce qu'il me semble qu'il avait des seuils, seuils de salaire, des conditions assez exigeantes. Est-ce que c'était à ce moment-là ou c'était après? Non, c'était déjà en place en fait. Juste quand je suis arrivée, ils ont mis en place ce système où tu dois gagner, je crois que c'est toujours le même montant, mais 24 000 $ par an. Mhm. Si je me souviens bien, ça avait été mis en place pour contrer l'afflux de Chinois qui venaient travailler en Inde dans l'est du pays. Euh, donc la difficulté, c'était de trouver un job qui paye au moins ce salaire-là. D'accord. Mais bon, Du après, coup, pour un oui, étranger qui travaille, c'est pas. Enfin, à l'époque, quand tu voulais travailler en Inde, c'était pas non plus forcément avec un salaire local, tu vois. d'accord. Mais quand tu avais VIE, bon, là, c'était encadré, mais ensuite, tu as eu un contrat d'expatrié ou c'était des meilleures conditions peut-être par rapport à VIE? Non, parce qu'en fait, je suis passée tout de suite en contrat local. D'accord. Alors, faut savoir que pour les VIE, depuis la règle a changé, c'est devenu assez compliqué d'avoir un VIE. Il faut avoir, je crois que c'est moins d'un an après ton diplôme, ou 2 ans, je sais plus. Mais alors que normalement, dans la règle, tu as droit jusqu'à 26 ans, si je me souviens bien. Il y a pas tellement de contraintes. Euh, et alors après, tu as les contrats d'expat, hein, où l'entreprise t'envoie de France. En général, te paye ton salaire en France.
Tu peux avoir des aides au logement, aux écoles, la sécurité sociale, enfin plein de choses. Ouais. Et Mhm. puis après, tu as le contrat en local. Tu gagnes ton argent en roupies et puis tu es un petit peu, enfin, comme un Indien, quoi. Après, la seule différence, c'est le montant de salaire. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de recrutement local. Et moi, j'ai commencé tout de suite, quasiment, après le VIE. D'accord. Donc, après 2 années de VIE, tu avais Mm. deux offres pour travailler. Une était à Pondichéry et l'autre, c'était quelle ville? À Mumbai. À Mumbai. Du coup, tu as Mm. commencé à Mumbai. Ouais. D'accord. Et parle-nous un petit peu de cette expérience, de ce travail, de Je vivre à travaillé 7 Mumbai. ans à Mumbai. Enfin, 7 ans. Entre-temps, je suis partie à Delhi. Euh, c'était vraiment super. Euh, pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai rattrapé mon retard de VIE. Mhm. Euh, et C'était dans quel j'ai tout domaine? appris sur le business en Inde. J'ai touché à plein de choses. Enfin, j'étais en marketing, vente, opération, euh, des opportunités incroyables. Et ce qui fait que régulièrement, je me fatiguais quand même. Euh, Parce que je trouve que l'Inde te prend une énergie assez incroyable à cause de toute la stimulation sensorielle permanente. Ouais. Mais chaque fois que j'étais fatiguée, que j'avais envie de partir, il y avait une autre mission ou quelque chose d'aussi intéressant qui me faisait qui me donnait finalement envie de rester. D'accord. Bah, ça fait plusieurs années maintenant que tu travailles en Inde avec les Indiens. Et Mm. moi aussi, je travaille pour une entreprise française qui travaille avec les Indiens. Et souvent, on a beaucoup de difficultés pour travailler ensemble. Et donc, parle-nous un petit peu de tes secrets, peut-être, de tes stratégies pour que ça devienne moins compliqué euh, pour les deux côtés. Comment c'était passé? Comment ça se passe encore? C'est une bonne question. Je dirais pas que c'est facile. Toujours pas. Euh, Dans ma boîte actuelle, ils m'appellent le pont. C'est-à-dire que je fais le pont entre la France et l'Inde. Et c'est pas seulement en termes de traduction, enfin de langue, hein, parce que Hmm. en fait en Inde, c'est les non-dits qui comptent plus que ce que tu dis. Tu vois. C'est d'apprendre à lire entre les lignes de ce qui n'est Ouais. pas dit, euh, comprendre comment gérer les sensibilités, l'approche au temps. Ça, c'est quelque chose qui surprend beaucoup les Français, parce qu'on n'a pas du tout la même approche spatio-temporelle. Euh, et Hmm. pour les Français qui sont assez organisés, carrés, ça, c'est quelque chose qui est difficile. Euh, j'ai aussi participé, mais c'était à côté de mon job, un atelier pour aider un Indien qui allait s'installer en France 6 mois. Donc, Mhm. pour lui donner des pistes, comment travailler en France, sur la ponctualité ou la non-ponctualité d'ailleurs, parce que même quand on arrive à un dîner, il est bien vu d'arriver un peu en retard. C'est un exemple. Euh, Ouais. les clés, ça prend du temps. Ouais. Et il faut être hyper ouvert. Et puis, voilà, la difficulté, c'est de Mhm. savoir à un moment donné, quand tu acceptes la différence, Mhm. c'est de savoir aussi mettre des limites, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Tu remets tout le temps en question le pourquoi toi tu fais comme ça. Et à un moment Ouais. donné, il faut aussi que les choses avancent. Donc, c'est trouver le bon compromis entre comprendre l'autre et puis arriver à avancer aussi. Hein, parce que... D'accord. Juste pour te dire, en fait, dans mon entreprise, ils proposent maintenant une formation dédiée pour apprendre à travailler avec les Indiens. Et Ouais, ça m'intéresse vraiment de qu'est-ce qu'ils vont en parler. Donc, tu m'étonnes. Bah, tu sais, je crois qu'Air France, le seul pays où ils forment les hôtesses, c'est sur l'Inde. Hein. c'est vrai. Parce que, enfin, peut-être qu'il y a d'autres pays, mais moi, une hôtesse m'avait dit que c'était sur l'Inde. Ils ont des formations spécifiques parce que la façon dont elles sont traitées par les passagers Oui, les choquait. ça c'est vrai. D'accord. Et donc, il y a eu des formations spécifiques. Moi, je dirais, quand on parle de la culture professionnelle et la différence entre ces deux pays, pour moi, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais en Inde, il n'existe pas vraiment une culture professionnelle. Les Indiens continuent à se comporter
au bureau comme ils comportent ailleurs. Ils font pas vraiment une différence. Et de ce point de vue, il me semble qu'ils sont assez cohérents. Et d'où vient le problème peut-être? Parce que ce sont les mêmes problèmes. On dit qu'on va livrer quelque chose à telle date et tout va bien, mais au dernier moment, on nous annonce que non, il n'a pas pu ou elle n'a pas pu livrer parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade, parce que quelque chose qui n'allait pas. Et qu'on ne prévient pas, on n'anticipe pas. Donc voilà, il y a la communication, mais en général, c'est la légèreté, le manque de sérieux peut-être, qui, Non, qui est aussi enfin, ailleurs. je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. La raison pour moi, c'est cette différence spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'ils sont dans le moment, tu vois. Tu vis dans le moment, tu vis pas en anticipation de tout ce qui pourrait arriver, de bien, de pas bien, qui pourrait, tu vois. Donc, tant que Mhm. tu es mettons que tu es deux réunions. Tu en es une à 10 heures et tu en es une à midi, tu vois. Bah, Mhm. si ta première réunion, elle, 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 elle se prolonge, disons, tu vois, Mhm. bah, tu vas la continuer jusqu'à ce qu'elle se termine. Tu vas pas dire à 11h45, bah, attendez, je vais vous laisser, j'ai une autre réunion à midi. Ouais. Tu vois, alors que Mhm. moi, j'ai peu travaillé en France, mais quand je travaille avec des Français, on commence à telle heure, on finit à telle heure, et puis si on a besoin de parler davantage, on refait une réunion, tu vois. Et c'est cette manière d'être dans le présent, de vivre ce qui se passe et de laisser aussi, comment tu pourrais dire, l'opportunité à plein de choses d'arriver. Donc, c'est comme ça dans leur vie privée, c'est clair. Euh, mais Non, donc ok, non, c'est de on la termine bien les planification, choses. quoi. Du coup, on termine Pardon? bien les choses. On termine bien les choses en France. Il a un sens de responsabilité quelque part qui est plus présente en France qu'en Inde. Bah, tu as un sens du timing. Mhm. Ce que tu fais là, tu le fais là. Et ouais, par exemple, je sais pas, moi, si tu vas, disons que tu organises un dîner avec des amis en France dans 3 semaines. Bon, bah, Mhm. vous bloquez dans votre agenda. Moi, je sais pas, le mardi 18 à 19 heures, on se retrouve chez telle personne. Bon. De mon expérience, tu vas pas appeler 15 fois avant le mardi pour aller chez la personne. Tu vas y aller. Tu Oui. vas pas appeler pour vérifier que c'est bien maintenu. En Inde, déjà, tu vas pas t'engager. Et si tu vas dire peut-être, peut-être pas, et puis tu vas rappeler, et puis si tu sais pas ce qui va se passer ce jour-là, donc tu vas peut-être y aller, peut-être pas y aller à l'heure, sûrement en retard. Tu vois, Oui. il y a plein d'impondérables, ce qui fait que moi, je peux plus envisager de rencontrer quelqu'un sans les appeler avant pour m'assurer que c'est maintenu, tu vois. Et Oui. donc, c'est ça que je veux dire, c'est que je pense que ça commence à changer, c'est avec les prix des billets d'avion, mais par exemple, typiquement, quand un Indien voyage, en général, il prévoit pas de date de retour. Oui. C'est ce que je veux dire, Mhm. moi, ma belle-mère, quand elle prend l'aller pour son train. Et moi, Mhm. je demande quand est-ce qu'est le retour, c'est hyper impoli. Oui. Euh, mais elle va pas prendre le retour à un mois d'avance parce qu'elle sait pas ce qui va se passer dans ce mois-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et tu as raison parce que récemment, j'étais en Inde après plusieurs années et j'ai rencontré pas mal d'amis. Et pour se voir, je leur proposais ou demandais un rendez-vous. Et beaucoup de mes amis étaient incapables de me préciser une date ou une heure. Ils me disaient, Mm, bah, appelle-moi le jour quand tu seras ici et on mm. verra. Ouais. Et donc voilà, ça, ça oui, j'avais perdu l'habitude de ce comportement. Et, tu vois. Mais on a parlé des difficultés, mais est-ce qu'il y a aussi des avantages de travailler avec les Indiens, travailler en Inde, côté professionnel, que tu vas remarquer et que tu peux pas t'imaginer maintenant, si jamais tu décides de rentrer en France ou ailleurs, de ne pas les avoir? Moi, à mon niveau, j'ai une grande flexibilité. J'apprends beaucoup, j'ai des responsabilités managériales et cette flexibilité, ce côté pénible de laisser plein de choses arriver, mais ça permet à plein de choses d'arriver, des choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Et pour moi, aujourd'hui, la dynamique économique en Inde est telle que ça serait difficile de rentrer. En tout cas, professionnellement, je ne sais pas si ça aurait trop de sens, tu vois. Jusqu'à il y a 4 5 ans, mais là maintenant. D'accord, Donc c'est cette dynamique, cet optimisme, les Indiens, ils vont de l'avant, tu vois, ils sont tournés vers le futur. d'accord. T'as qu'à regarder les monuments, quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je ne sais pas si ça a un sens, il faudrait demander à des experts, mais tout l'argent qu'on met dans les musées, dans conserver le passé, Mhm. les Indiens ne le dépensent pas là, peut-être parce qu'ils l'ont pas, mais tu vois, la démarche, c'est plutôt, pour moi, une attitude tournée vers l'avenir. D'accord. Est-ce que tu constates qu'il y a un intérêt, davantage d'intérêt des entreprises françaises pour venir s'installer en Inde ou faire le business avec l'Inde et les Mm. Indiens? Est-ce que tu le confirmes ou ça n'a pas beaucoup changé? Qu'est-ce que tu en Si, penses? si, ça a beaucoup changé depuis, je dirais, même 1 ou 2 ans. Euh, D'accord. on me pose des questions, les gens s'intéressent, et puis même des gens qui viennent carrément ouvrir des usines. Euh, non, il y a un vrai dynamisme, il y a un vrai regain d'intérêt. Alors, D'accord. c'est pas que ça soit toujours beaucoup plus facile, mais je pense que l'Inde a changé de position en termes géopolitiques. Mhm. Euh, c'est le pendant de la Chine. Maintenant, ils se sont suffisamment enrichis pour que le marché intérieur soit aussi vraiment intéressant. Alors, le marché intérieur, il est un peu difficile à capter parce que même si tu as une population aisée, voire riche, elle est un peu éclatée au niveau du pays. Tu vois. Bon, évidemment, tu en Ouais. as plus à Mumbai et à Delhi avec les 30 millions d'habitants, mais ils sont pas tous au même endroit. Euh, tu vois, D'accord. bon, donc ça, c'est une difficulté. Mais non, si, pour répondre à ta question, il y a vraiment un intérêt grandissant pour l'Inde. Mm. D'accord. Bon, donc on va peut-être avancer un petit peu. J'annonce à nouveau, je suis avec Émilie Anand, une Française qui vit en Inde depuis 2006. Et on va maintenant s'intéresser à sa vie personnelle, familiale. J'aimerais bien savoir, oui, avant de commencer, est-ce que tu as appris des langues indiennes, hindi ou marathi ou d'autres langues, Oula, ou c'est uniquement avec l'anglais? dans le marathi, j'ai même pas essayé, je t'avouerai. Oui, j'ai D'accord. appris l'hindi. Je l'ai appris plusieurs fois. Je le D'accord. parle pas très très bien. Euh, Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Pune, moi, je savais même pas qu'il n'y avait pas de langue nationale, tu vois. Quand tu Mhm. regardais ma méthode Assimil en 2006, il y avait que l'hindi. Donc, j'ai appris l'hindi. Et quand je suis arrivée à Pune, je comprenais, ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais appris dans la méthode Assimil. Et de fait, ils parlaient surtout marathi. Euh, Après, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'apprenne l'anglais, tu vois. Enfin, je le parlais, mais pas assez couramment. Donc, je me suis Ouais. pas mal concentrée sur l'anglais. Et après, j'ai déménagé à Mumbai. J'ai repris des cours d'hindi, mais c'est vrai que les gens me parlaient en anglais. Dans le business, dans le boulot, c'était en anglais. Euh, Mhm. alors, depuis quelques années, il y a aussi une vraie diffusion de l'hindi partout dans le pays. Euh, et on l'entend beaucoup plus. Donc oui, enfin, moi Ouais. j'aime bien l'hindi, hein. En plus, c'est même pas une langue difficile. Oui. Euh, Mais il me semble que tu étais toujours dans le nord de l'Inde ou dans les régions où on parle plus le hindi que dans le sud. Donc, est-ce que ça a oui, joué? Oui. aussi, ouais. Oui, c'est sûr que si j'étais allée m'installer au Kerala, j'aurais peut-être pas appris l'hindi, mais j'ai plus appris quand je vivais à Delhi, par exemple. Parce que Mhm. là, pour le coup, par exemple, quand tu vis à Mumbai, tu descends de l'aéroport, enfin, tu sors de l'aéroport, tu vas prendre un taxi, il va comprendre si tu le parles en anglais. À Oui. Delhi, à Delhi, c'est pas possible. Il te faut un peu Ouais. d'hindi, tu vois, pour commander une pizza ou pour parler au plombier, je sais pas. Il faut, ou bien si t'as quelqu'un pour le faire. Euh, D'accord. mais par exemple, moi, ma belle-mère vit au Kerala. Et de plus en Mhm. plus de gens dans le Kerala apprennent l'hindi parce que, il y a de moins en moins de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle vient du West Bengal et ils font l'effort. Alors, même si eux, ils ont leur propre langue, mais la langue intermédiaire, c'est l'hindi, tu vois. Donc, Oui, ils apprennent, pour parler avec leur, main-d'œuvre. d'accord. Mais après, tu me diras si j'ai raison ou pas, mais quand on est un étranger en Inde, les gens qu'on fréquente sont souvent des anglophones. Même les Indiens qui Mm. sont des Ah Indiens ouais, aisés, entre eux, ils préfèrent parler souvent en anglais qu'en hindi, marathi, bengali ou d'autres langues. Donc, est-ce ouais. qu'il y a un avantage vraiment d'apprendre une langue locale en Inde ou pas pour un étranger, pour une Française ou Français? Je dirais que c'est vraiment pas nécessaire. Tu peux vraiment t'en sortir, sans la langue. Après, moi, Mhm. c'était une démarche naturelle, tu vois, d'aller dans un pays et puis d'apprendre. Bah, c'est pas la langue, là, pour le coup, c'est une des langues.
Mhm. Euh, Ça dépend de la curiosité des gens, ça dépend du temps qu'on veut y passer, et puis ça dépend vraiment de où on habite. Parce que c'est D'accord. sûr que dans le Tamil Nadu, Et avec ton conjoint, est-ce que vous parlez en hindi? Est-ce qu'il est hindiphone, je suppose? ouais, bah lui, il est du Kerala, donc il parle plutôt le malayalam, mais comme il parle très bien hindi, il parle D'accord. très bien anglais. En fait, tu sais, ce qu'on dit dans les couples, c'est que souvent, tu restes dans la langue avec laquelle tu as commencé. Ouais, Donc même si moi, je me débrouille en hindi et que lui parle bien français, finalement, on se parle qu'en anglais. d'accord. Ok, Mm. très bien. Bah, ensuite, dis-nous comment c'est. Est-ce que c'est facile de faire des amis en Inde ou non? Est-ce que si on fait des amis, est-ce que le partage avec les amis, c'est au même niveau que ça peut être ici en France ou en Europe? Que- quelles étaient tes expériences quand il s'agissait de faire des amis? Alors les Indiens sont beaucoup plus ouverts que les Français, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus curieux, ils viennent plus facilement nous parler. Mhm. Euh, donc la première approche est plus facile, beaucoup plus facile. Après, pour moi, ça n'a pas été évident de trouver des gens avec des sujets de conversation, où on puisse beaucoup partager. Mais à chaque fois, j'ai trouvé. Puis après, bon, moi, il me suffit d'une ou deux personnes avec qui je puisse échanger. Et de plus en plus, tu trouves des gens comme ça qui ont voyagé, qui réfléchissent à certains sujets. Et puis après, avec mon idée de livre, j'abordais certains sujets. Oui, Au début, ça dérangeait certaines copines ou certains copains, mais finalement, on est arrivé à aborder des sujets qui leur viennent pas forcément naturellement, mais qui ont aidé au développement des relations. d'accord. Et avoir un copain en Inde, pour toi, comment c'était cette expérience? Parce que tu as aussi parlé ça un petit peu dans ton livre, et Oui, on en bah, c'était parlera un plus peu ça tard, qui mais m'a oui. inspirée. Parce que moi, je suis arrivée à 23 ans, en venant d'une culture où on a un peu mis l'amour sur un piédestal, où tu te dis que tout est possible, et donc sortir avec un Indien me paraissait pas, tu vois, c'était comme un autre être humain, sauf que voilà, il vivait dans un autre Ouais. pays. Euh, Après, j'ai compris les codes, tu vois, comment tu te comportes en public, Mhm. culturellement, et alors. Euh, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça, mais c'est vrai que sur du long terme, c'est pas facile. C'est deux cultures vraiment Ouais. différentes et la culture ou une des cultures indiennes dans laquelle on se marie, elles sont très fortes les cultures. Elles Ouais. sont, enfin, je sais pas comment on peut mesurer la force d'une culture, mais je veux dire, c'est plus facile. Je vois plus de Français changer. Après, je vis pas je connais pas les Français les Indiens en France, pardon. Mhm. Mais tu vois, on a plus, j'ai plus vu des Françaises adopter certaines habitudes je sais pas moi, de faire des prières à la maison ou de comportement envers de la belle famille plutôt que l'inverse, tu vois. Mhm. Euh, je sais D'accord. une remarque. Très bien. Dans un de tes articles, où il me semble que c'est dans la préface de ton livre, tu as écrit qu'il y a une perception chez les Indiens envers les filles européennes, occidentales, blanches, qu'elles sont des filles faciles. Mm. Et là, tu avais dit que facile peut-être, mais pas en libre service Libre non plus. service, Voilà, c'est donc, ça. est-ce que tu peux nous parler de cette expérience, de ces jugements? Bah, il y a quand même peu de femmes en Europe, en Occident, qui attendent le mariage pour avoir des relations sexuelles. Il y en a, mais c'est quand même assez peu fréquent. Euh, et donc, on a, nous, enfin, les Blanches, on se tag en se disant, c'est en train de changer, mais les Indiennes, j'ai envie de te dire, elles couchent pas aussi facilement que les Européennes. Voilà. Oui, je Mais te les Indiens, confirme. des fois, ils se disent que c'est bon, du coup, comme elles couchent, elles vont coucher avec tout le monde, tu vois. Donc, c'est ce que je voulais dire, pas Oui, en libre service, c'est-à-dire on exerce quand même une forme de choix, tu oui, vois, même si, euh, voilà, on a plus de relations sexuelles, c'est pas avec tout le monde, donc mais je te jure enfin, j'ai trouvé souvent une perception où ils se disaient, bon, même comme elle couche avant le mariage, c'est avec n'importe qui, tu vois. d'accord.
Et est-ce que tu as pu échanger avec les Indiennes? Qu'est-ce qu'elles pensent des Européens, des hommes français ou européens? Comment elles les voient? Est-ce que tu as une Ah idée? non, ça, c'est pas, j'ai pas trop, c'est vrai que j'ai pas trop regardé ce côté-là. Je connais pas mal, enfin, quelques hommes qui ont épousé des Indiennes, mais j'ai Mhm. jamais, elles sont parties, en fait, il y en a pas, enfin, je les connais pas. J'ai deux, trois couples dans mon entourage, mais ils sont pas en Inde et j'ai pas, je sais pas D'accord, leur, d'accord, enfin, j'imagine assez ce qu'elles pensent, mais je leur ai pas demandé, donc je pourrais pas dire. ok. Quand je lisais aussi un autre article que tu as écrit sur ton blog, quand tu parles de ton conjoint, tu dis toujours c'est mon Indien préféré. Ouais, Et cela me rappelle aussi l'emblème de Amul, la marque qui dit The Best of India. Et ok. voilà, est-ce qu'il a une raison et comment cette Comment c'est venu? Ouais, comment bah c'est je venu, sais voilà. pas, je sais pas. J'ai jamais, j'ai toujours gardé une certaine distance, donc j'essaye de pas le nommer. Ouais. Je nomme pas mon fils non plus. C'est petit samouraï ou bébé samouraï. Mhm. Mon blog a été longtemps assez anonyme. Enfin, si les gens me connaissent, ils savent qui je suis, mais c'est pas, je parle pas de moi. Enfin, je parle beaucoup de moi, mais voilà. Donc, c'était Mhm. un moyen de. On a vécu ensemble sans être mariés, tu vois, donc de pas dire mon mari ou pas, tu vois. Ça, c'était un autre moyen de ne pas le nommer, je dirais. D'accord. Et est-ce que tu peux nous maintenant parler un petit peu de ta famille, ta belle famille, les échanges entre les familles de deux côtés, comment vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce que cela te fait maintenant de vivre en couple en Inde toutes ces années? Ouais. Mon mari s'est très bien intégré à ma famille. Il avait déjà travaillé avec mon frère avant qu'on se mette ensemble. Mhm. Je pense que lui, il est un peu comme toi. Tu vois, enfin, pour lui, c'est facile. Et ma famille est très Mhm. acceptante. Donc, on passe souvent des vacances ensemble. Ça se passe très bien. Sa mère a accepté notre relation assez, assez volontiers. Euh, j'ai eu de la chance de ce point de vue-là. Son père n'est plus avec nous. Je pense que lui, de ce que me dit mon mari, ça aurait été plus difficile, l'acceptance. Mhm. Euh, Sa mère est très gentille, elle juge pas, elle me laisse élever mon fils comme je veux, jamais de remarques désobligeantes. Mais il reste pour moi une certaine, comment tu dirais, une barrière, tu vois, que j'arrive pas à briser. C'est même pas D'accord. tellement la langue, même si elle parle pas très bien anglais. C'est une différence On de s'entend bien, tu génération? vois, mais c'est pas très, ça va pas très loin, quoi. Enfin, c'est, Mhm. comment dire, nos conversations, je sais pas. D'accord. Je saurais pas trop Ok. l'expliquer. Tu vois, on a vraiment des modes de vie très, très différents. Ouais. Je dirais que le mode de vie que moi j'ai en Inde avec mon mari est pas si éloigné de celui que j'aurais en France. Tu vois, on est actif, Mhm. on bouge pendant les vacances, on voyage, on fait des treks, on a Ouais. une vie sociale assez développée, on a chacun nos activités. Tu vois, ma belle-mère, c'est une autre vie. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas se parler, hein. Ouais. C'est vrai que c'est très différent. Et du coup, pour ta famille française, tes parents ou tes frères et sœurs, quand ils viennent en Inde, pour eux, du coup, c'est plus facile d'être avec vous. Comment ils réagissent, comment ils voient. Alors, mes parents, ils viennent au moins une fois, voire deux fois par an depuis que je suis arrivée, depuis 2006. Ok. Ils ont eu le temps de s'habituer, ils ont le temps à chaque voyage, de découvrir un peu plus, de se sentir un peu plus à l'aise. Et comme Mhm. j'ai épousé mon mari après avoir été 6 ans en relation avec un Indien, je pense qu'ils avaient déjà un peu, ils s'étaient un peu préparés. Mhm. Euh, ouais, non, ils avaient des a priori, si tu veux. Notre voyage, je pensais à filer des a priori à tout le monde, mais de vivre ici, ça, enfin, ils n'ont pas vécu ici, mais de venir ici chez quelqu'un qui y vit, les, les a beaucoup aidés à avoir moins peur. En fait, je pense que l'Inde fait encore très peur. Tu vois, tu disais, on parlait Ouais. tout à l'heure des entreprises qui veulent s'implanter en Inde, il y en a de plus en plus, mais l'Inde continue de faire peur.
D'accord. Du coup, c'est important pour la France, les Français, d'avoir des gens comme toi qui continuent à y vivre et qui peut-être facilitent nos échanges. Euh, Tu as aussi un fils, il me Mm. semble il a quel âge? J'ai oublié. 9 ans maintenant. 9 ans. Voilà, donc Ouais. comment cette expérience d'avoir un enfant en Inde, sa scolarité, ses amis, voilà. Bah, ça a été hyper intéressant parce que depuis la façon dont tu vis la grossesse, où tu vis la, la- juste après la naissance, Mhm, culturellement, les Indiens font plein de choses très différentes de nous. Alors moi, j'étais un peu dans un cocon, si tu veux, je faisais ni à la française ni à l'indienne. Finalement, mon mari et moi, on a fait un peu à notre sauce. mhm, Euh, Tu as beaucoup de conseils dont tu te passerais. Euh, c'est très différent, hein, la manière d'élever un enfant parce que c'est très laxiste les premières années et puis après ça devient un peu plus ça devient sévère, voire très sévère, tu vois. mhm. Alors qu'en France, tu mets en place des règles assez vite, des horaires. Ouais. euh, je veux pas dire qui fait bien. Mhm. Euh, en Inde, c'est une culture tactile. Donc, tu touches beaucoup les enfants, tu les portes. Ouais. C'est aussi lié au climat, hein. Donc, et en France, c'est plus j'ai oublié le mot. Je l'avais en anglais. Mais c'est plus vocal que tactile, tu vois. Tu parles aux enfants plutôt que de les Ah oui. porter. En Inde, les enfants dorment dans le lit des parents. En France, il y a un petit peu de cododo, mais normalement, l'enfant dort dans son lit, dans sa chambre. Ouais. Euh, donc, je te dis, nous, on a fait un peu un mélange des deux. Il y a eu la question de la langue. Quelle langue il Mhm. parlerait? Il devrait parler. Alors, je sais que tout le monde dit qu'il faut un parent, une langue. Ouais. Moi, mon fils parle anglais. Ok. Et, Mais est-ce qu'il parle aussi le et- français ou pas? Et oui, malayalam? il le comprend. Le malayalam, pas du tout. Parce que mon D'accord. mari lui a jamais parlé en malayalam. Pour lui, c'était important qu'il parle hindi, mais c'est pas tant que ça, pas le malayalam. Ok. Et l'école, c'est compliqué parce qu'en Inde, en fait, tu as différents baccalauréats. T'as plein de systèmes différents, t'as du Montessori, enfin, Mhm. et il y a la méthode traditionnelle, c'est beaucoup de par cœur, très peu de réflexion, Ouais. mais c'est en train de changer, mais ça change d'ailleurs très vite, je trouve. Et nous, on a toujours trouvé des établissements qui avaient des philosophies un peu différentes, et on était très contents de ce qu'ils pouvaient D'accord. apprendre. Après, bon, t'as la question du coût, hein, parce que enfin, Ouais. l'éducation est chère quand elle est privée. D'accord. Ok. J'avais une question aussi par rapport à confinement que vous avez eu en Inde et comment c'était à l'époque d'être en famille, aussi pour l'école de ton enfant, des relations. Est-ce que tu peux brièvement nous parler aussi de cette expérience? Mm. Alors, le confinement, nous, on habitait à l'époque dans une maison, dans une résidence. Mhm. Donc vraiment, jusqu'au dernier moment, les enfants pouvaient encore sortir et pouvaient encore autre. Euh, le premier confinement, enfin le vrai, celui où on est resté bloqué à l'intérieur. Après le premier choc de voir les gens partir et puis de te dire que tu n'as plus le droit de rentrer chez toi, ça c'est quand même un choc, tu vois. Mhm. Mais nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'avec notre maison, en plus on a une femme de ménage qui vivait au sous-sol, enfin, qui vivait avec nous, mais qui dormait au sous-sol, était avec nous. Donc Mhm. finalement, nous, ça a été un super moment. Enfin, une occasion de faire une pause, d'être en famille, de passer du temps ensemble. La deuxième vague a été vachement moins drôle parce que mon mari a été très malade, mais la première vague, ouais, c'était. Mhm. Et pour l'école, à l'époque, mon fils, lui, il était encore en Montessori et son école croyait pas au système en ligne. Donc, dès qu'il y a eu des opportunités pour faire revenir les enfants par petits groupes de 6, 10, tu vois, il a laissé les enfants recommencer l'école. Donc ça, pour nous, D'accord. c'était génial. D'accord. Ok, je vous rappelle, je suis avec Émilie Anand, qui vit en Inde depuis 2006 et elle a la gentillesse de partager avec nous ses expériences. Donc, je continue et j'aimerais bien maintenant parler de ton blog, de Indian Samurai.
que tu écris depuis 2006. Tu l'écrivais au moins à l'époque en français, en anglais. Il y a beaucoup d'articles très intéressants. Même moi, chaque fois que je lis un article, je découvre quelque chose de nouveau et je l'apprécie beaucoup. Ton style d'écrire et surtout il y a l'humour qu'on ressent. Donc, parle-nous un petit peu de cette expérience. Est-ce que tu écrivais déjà un blog quand tu étais en France et quelles sont les inspirations et comment tu le vis aujourd'hui? Déjà, merci. Euh, j'ai commencé à écrire quasiment le lendemain de mon arrivée. C'était à l'époque une manière de partager ce que je vivais avec ma famille. Donc j'imagine que si je relis les premiers articles, ça doit être marrant. Enfin, ça doit être intéressant. Et puis finalement, tu sais, tu regardes le nombre de lecteurs et je me suis rendu compte que les gens qui me lisaient, c'était pas forcément ma famille. Donc j'ai décidé de continuer à écrire. Et, et, et écrire, en fait, je faisais pas de blog avant. J'aime bien écrire depuis toujours, mais pas de Mm. blog en particulier. Je pense que c'était avant 2006, il y avait aussi peu de blogueurs. Si tu veux. C'est Ouais, à partir des années 2000, mais un peu, ça a commencé à apparaître. Tu vois. D'ailleurs, mon blog, il est archaïque. Il faudrait que s'il y a quelqu'un qui veut m'aider à le rendre plus sympa, parce que moi, j'ai encore la version de 2006, quoi. Enfin, ça s'est amélioré, mais. Et en fait, comme j'écrivais pour d'autres gens que je connaissais pas, je me suis intéressée à certains sujets et j'ai essayé d'aller au-delà de ce qui me venait naturellement. Tu vois, par exemple, j'en sais rien moi. Tu vois que les gens, les toilettes. Les Indiens mm. utilisent de l'eau, ils n'utilisent pas de papier toilette. Tu peux te dire, mais c'est horrible, ou tu peux te dire, mais en fait, c'est mieux pour la planète de pas utiliser de papier. Et puis, comment Ouais. ils font pour se sécher, tu vois, enfin, et comment un Indien réagit quand il vient en France et qu'il n'y a pas d'eau, tu vois, parce qu'on, Mm. c'est horrible pour eux. Enfin, tu vois, moi, et j'ai jamais Ouais, pensé à ça, mais de devoir emmener une tasse pour pouvoir se laver. Enfin, donc, tu peux juste te dire, il y a un sujet on est très fort en France aussi, tu sais, on est le seul pays au monde, à ma connaissance, qui sait faire sur un sujet donné la thèse, l'antithèse et la synthèse. ouais, C'est une démarche intellectuelle qui est assez particulière. Et sur un Mm. sujet donné, tu peux dire le tout et son contraire, tu vois. Et d'ailleurs, l'Inde, c'est un peu Ouais, ça, je le dis souvent, tout est vrai, mais le contraire aussi. Tout ce que tu peux dire sur l'Inde, c'est vrai, le contraire aussi. ouais, Tellement c'est vaste et varié. Et donc, voilà, j'ai continué, tu vois, dans ma lancée. Entre-temps, j'ai dû l'écrire pendant peut-être 5-6 ans en anglais. ouais. Il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle à l'époque qui faisait tout le boulot. Alors, Google Trans m'aidait quand même, mais. Et puis après, j'ai arrêté parce que c'est beaucoup de boulot. Et puis, il y avait mon livre qui est venu se rajouter, ça faisait trop, quoi. Ouais. Et j'ai eu pas mal de périodes où j'écrivais moins, hein, quand j'écrivais mon livre. Normalement, j'essaye de poster toutes les semaines, mais. D'accord. Et oui, c'est marrant parce que tu parlais des papiers toilettes, c'est vrai. Et il y a aussi un enjeu écologique parce que imaginons que demain, 1,4 milliard des Indiens décident d'utiliser les papiers toilettes Mm, ou décident de manger la viande tous les jours comme ici ou mm, décident d'avoir des voitures. mm. L'impact que cela aurait, On est mal oui, barré. Mm. ça On est c'est mal barré. Après, moi, j'ai pas fait toute l'étude du papier toilette, tu vois. ouais, Euh, Parce qu'utiliser de l'eau pour se laver, c'est aussi une consommation d'eau, mais j'imagine que c'est quand même plus. ouais, Et puis en termes pratiques, si tu veux, bah, parce que, enfin, si t'aimes pas garder les fesses humides, il faut quand même ouais, utiliser un peu de papier. ça c'est vrai. Mm. Tu vois, si t'as pas un bout de sari pour te sécher, ça peut être vite désagréable. Donc, on a besoin d'un mélange Tu vois, contre. donc, ou bien sinon tu le fais à la japonaise où ils utilisent de l'eau et puis un jet qui te sèche, tu vois, je sais pas. Mais Ouais, c'est un enjeu, oui, c'est un enjeu, c'est sûr. Si tout le ouais, monde se mettait, quand les Indiens auront tous une voiture, ça va être, c'est déjà l'enfer, mais ouais. Je voudrais revenir au fait que tu écrivais ou que tu écrives encore peut-être les articles en français et en anglais. Et parce que parfois tes articles partagent des choses qui sont assez personnelles, intimes, des remarques sur la société indienne ou française. Et ça peut être des sujets sensibles, surtout en Inde, où tout est sensible quelque part et on peut t'accuser. mm, Ça peut devenir facilement et très vite explosif.
Est-ce qu'il avait un risque? Comment tu le voyais? Parce que du coup, les gens avaient C'est peut-être l'excès pour de deux ça côtés. que c'est peut-être pour ça que j'ai toujours voulu être anonyme jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai jamais eu de remarques. Franchement, quand je l'écrivais en anglais, j'ai jamais eu de, ou peut-être une fois, j'ai eu un troll qui me disait que j'avais rien compris, à rien du tout. C'est Hmm, arrivé qu'on me fasse une remarque en me disant que j'avais pas, j'ai pas la science infuse non plus. Tu vois, il y a peut-être un angle que j'avais pas vu. Euh, hmm, j'ai un peu l'esprit critique, donc j'arrive en fait, c'est comme ça que mon livre est né d'ailleurs. Parce que j'avais hmm, écrit un blog en parlant d'amour. Je me souviens plus ce que j'avais dit, mais j'avais dû dire que les Indiens exprimaient peu leur amour. Tu vois, on se dit pas vraiment je t'aime. Euh, hmm. et quelqu'un m'a dit, mais n'importe quoi, dans les films, toujours, on parle de Mary Jane. Enfin, il y a plein de mots pour dire l'amour. Il y a les poèmes. Ouais. Si t'écoutes les chansons de Bollywood, c'est pas mal non plus. Et c'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire, enfin pas d'écrire un livre à la base, mais d'approfondir. Et en approfondissant, j'ai pas arrêté d'approfondir. Euh, Ouais. donc le risque, écoute, moi j'essaye de toujours être impartial, de dire c'est comme ça qu'ils font, mais pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. J'essaye de Hmm, prendre du recul et d'utiliser l'humour, mais pas l'humour de me moquer des gens, j'essaye toujours de me mettre moi en perspective et de manière humoristique. Donc après, oui, si les gens ont pas envie d'entendre certaines choses, mais ça m'est pas arrivé. Tu vois, je d'accord. suis pas, ouais. Mm. Et c'est rigolo quand tu disais que les Indiens, oui, dans les films, il y a beaucoup, la plupart des films sont des histoires d'amour. Mm. Il y a beaucoup de l'amour et il y a aussi beaucoup de richesse. On voit que ça représente une certaine classe. Donc pour moi, c'est aussi parce que les choses qui ne sont pas facilement accessibles en Inde, comme l'amour ou la richesse, là au moins on le vive dans les films. Donc Oui, ce qui n'est pas facile à accéder. c'est- ah oui, alors là, on parle de l'amour conjugal, par exemple, ouais. Parce que tu Hmm, as aussi l'amour filial, tu vois. Parce que moi, ce qui m'a marqué, c'est que, par exemple, entre mère et fils, où on se dit pas non plus forcément je t'aime, tu vois. C'est-à-dire ouais, que je trouve qu'en Inde, les liens familiaux sont tellement solides, tu reposes tellement sur la famille, qu'il y a des choses que tu n'as pas besoin de dire, tu vois. Comme je te disais, c'est ouais, beaucoup une société de non-dit. ouais. Euh, donc, Pardon, j'ai perdu le fil. On Oui, parlait des et films. Bollywood, oui, Bollywood, c'est là pour te montrer Bollywood, enfin, ou d'autres films, d'autres régions, hein. Mais Ouais, c'est à la base pour t'envoyer du rêve, quoi, hein. C'est pas pour ouais, te faire vivre. Alors, il y a de plus en plus de films d'art et d'essai, il y a de plus en plus de films qui abordent des sujets un peu difficiles, donc c'est intéressant ouais. socioculturellement ce qui se passe au cinéma. Mais c'est vrai que oui, c'est pour la romance. C'est pas ça que tu vis dans la vie de tous les jours, quoi. C'est vrai. Ben, je vais juste parler deux, trois de tes articles. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses, si tu te souviens. Mais tu avais parlé quand tu prenais un avion pour aller de l'Inde au Sri Lanka et dans l'avion, le staff était obligé de bloquer les toilettes Mm. parce que les Indiens étaient impatients. Est-ce que brièvement tu peux parler de cette expérience? Et... Tu me colles là, je m'en souviens plus trop. Euh... Ouais, mais c'est vrai qu'on était, ils ont dû bloquer les toilettes. Ah, ça y est, je me souviens. C'est parce qu'il y avait des turbulences. Ouais, Et donc, il fallait attacher sa ceinture et rester assis. Et en plus, c'est des vraies turbulences. Enfin, et ils en avaient rien à faire. Donc, les hôtesses ont fini par bloquer les toilettes, quoi. Fermer la porte à clé et ça a failli dégénérer. Et sur ce même vol, ouais. il y a un Indien qui s'en est pris à l'hôtesse, qui l'a tellement insulté qu'il s'est fait attraper à l'arrivée par la police. Enfin, c'était assez folklorique, ouais. Et tu avais écrit, c'était aussi parce qu'il avait une manque de patience en général de la part des Indiens qui étaient dans l'avion. Et il me semble que tu avais parlé dans un autre article quand tu as donné des conseils aux Français voilà, pour leur expérience en Inde, c'est d'avoir de la patience. Donc c'est le même mot. Pourquoi, d'après toi, les Indiens auraient moins de patience que les Français ou d'autres?
Tu sais, je lis souvent un dicton qui veut que si tu es patient, de nature patience, l'Inde te fera perdre ta patience. Et si tu es de nature impatiente, l'Inde t'apprendra la patience. Tu D'accord. vois? Et je pense qu'en fait, c'est assez cyclique. Euh, et donc, je peux pas vraiment répondre à ta question. Je pense il y a certains comportements d'impatience et dans d'autres situations, ils sont capables d'une patience. Tu vois, il y a Mm. un autre exemple. Une fois, je rentrais en France et puis j'étais dans un train pour aller à la montagne et notre train avait une demi-heure de retard. Tu aurais entendu Mm. les conversations, mais c'est inadmissible, mais on en a marre de la SNCF, c'est insupportable. Mm. Alors qu'en Inde, 6 heures de retard, personne ne dit rien. C'est bon, bah, c'est comme ça, quoi. Donc, tu vois, il y a aussi une forme de patience. Sur cette Ouais. histoire d'avion, je me souviens plus exactement. Euh, mais il y a une forme d'incivilité si tu fais la queue, par exemple. Et pour moi, c'est pas tellement une question de patience, c'est une question de. Il faudrait que je l'explique. Enfin, ma vision est un peu longue à expliquer, mais le modèle social en Inde ne valorise pas du tout le moi, euh, Ouais. toi en tant que personne. Au sein de la famille, la personne en tant que telle existe à peu d'importance. Ce qui Mhm. compte, c'est que tu remplisses ton rôle, que tu fasses ce qu'on attend de toi et que tu aies envie d'être musicien aux États-Unis, on en a rien à foutre, enfin, rien à faire, il va falloir que tu fasses ce qu'on attend de toi, que tu épouses machine et que tu fasses tes études d'ingénieur et tu vois. Ouais. Euh, c'est pas qu'on s'intéresse pas à toi, mais le moi, l'ego a peu d'importance. Et Ouais. je trouve, et donc il est réprimé, ça veut dire qu'il n'existe pas, mais il n'est pas encouragé à s'exprimer. Et je trouve que quand tu sors du microcosme de la famille, voire du clan, la famille étendue, le clan, où Mhm. finalement tu peux être toi, je trouve qu'il y a certains Indiens qui laissent place, qui se laissent toute leur frustration, tu vois, qui sort, quoi, et toute leur velléité Ouais. d'indépendance. Et donc, dans une queue, par exemple, si le mec en face de toi, il va pas, il est sur ton chemin, bah, en fait, toi, t'es plus important que lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il n'a pas une compréhension du justice quelque part, ou le respect pour l'autre. Non, bah non, ils en ont rien à faire. Ouais. J'ai déjà fait la queue à l'aéroport, les mecs, Ouais. une fois, il y en avait tellement qui me passaient devant et j'avais pas envie de m'énerver. Et donc, j'ai fait barrage avec mon corps. Il y a un mec qui a lancé son sac à dos par-dessus ma tête sur le Ah tapis oui. de. C'est là, mais attends, mais tu vois. Ça, c'est intéressant que tu dis parce qu'en Inde, étant un Indien, je sais très bien que la plupart des Indiens ont un jugement vers les Occidentaux, vers les Français ou d'autres, que les Occidentaux sont très centrés sur eux. Ils pensent Mm, qu'à eux, même pas à leur famille. mm, Et, euh, et voilà, donc moi je me demande, quand on ne respecte pas, par exemple, que la fille, ou quand on veut aller d'avant, quand on fait euh, l'ordure, on ne respecte pas les lieux publics, ben là mm, aussi c'est un manque de respect vers les autres et qu'on pense, mm. chacun pense que vers l'autre. Mais quand on évoque ce genre de comparaison, j'ai trouvé que beaucoup de mes amis n'étaient pas à l'aise et ils ne voyaient Mm. pas des choses de la même manière. Tu sais, je suis d'accord. Bah, après, chaque société a besoin de codes pour le vivre ensemble, tu vois, pour que ça Ouais. fonctionne. Donc, c'est sûr que en Occident, l'ego est valorisé. Les parents encouragent leurs enfants à s'exprimer, à développer leur propre nature, tu vois, essayer d'avoir le moins d'attentes possible. Euh, et je sais très bien l'image que les Indiens ont, tu vois, que par exemple, on divorce à la Mhm. moindre dispute, qu'on se débarrasse de nos vieux, qu'on veut pas s'en occuper. Et c'est sûr, quand tu compares à l'Inde, moi, j'ai pas envie de te dire que c'est le Ouais. cas, mais les maisons de retraite n'existent pas ici, tu vois, enfin, Ouais. très peu, ça se développe, mais je pense que dans les deux situations, quand tu es dans une société où l'indépendance est valorisée, tu valorises aussi l'indépendance de l'autre. Tu vois, tu as une forme de respect de son espace vital. L'autre existe en tant que personne. Tu vas pas doubler une queue. Ouais. Enfin, sauf ça, ouais. Je me souviens quand j'étais allée au ski, ouais, les Ouais. Français avaient une vieille réputation dans les files de ski de doubler tout le monde.
Non, mais les Français sont un peu indisciplinés aussi. Mais t'as pas cette idée que toi, tu vaux mieux que l'autre, tu vois? Ouais. Je faisais la queue une fois pour un ticket de métro et ma collègue estimait que comme j'étais blanche, je devais avoir un ticket plus vite que les autres. Et donc, elle Mhm. avait doublé la queue. Moi, je restais dans la queue, hein, et elle avait doublé tout le monde. Et puis, pour une fois, le guichettiste l'avait remis à sa place en disant, tu vas faire la queue comme les autres. Ouais. Mais tu vois, pour un Européen, il n'y a pas cette idée que tu vaux mieux que l'autre, quoi. Oui. Ça, c'est Et c'est lié aussi marrant. à l'échelle, au caste et tout ça. Oui, cela me rappelle, récemment j'étais à Bangalore et je suis allé dans une banque et voilà, il y avait le guichet, mais il n'avait pas de fil. Tout le monde était là comme des fourmis. Et donc j'ai essayé de les dire que voilà, vaut mieux faire une file. Et là, ils n'étaient pas contents. Il avait une personne âgée qui disait, mais comment tu me parles? Moi, je suis personne âgée. Une autre fille disait, mais l'autre disait, mais comment tu parles à elle? Elle est comme ta sœur. Donc là, j'ai dit, écoutez, attendez, c'est pas une famille ici, on est dans une banque, on est des clients et je trouverais que ça, c'est normal quand il y a une file. Donc l'idée vraiment qu'on est on n'est pas à la maison, on est dans un espace public et qu'on doit respecter les autres. Ça, même en 2024 ou 2023, c'est pas toujours si facile et évident. Bon, on va peut-être terminer ce chapitre avec un dernier exemple que j'avais de ton article qui parlait de lait de buffalo et que ça t'avait surpris un jour parce que c'était pas marqué sur le paquet et que toi tu croyais que c'était lait de la vache. Mm. Ouais. Ben, en Inde, la moitié du lait vient de la bufflonne, pas de la vache. Euh, D'accord. alors, c'est des laits qui ont des propriétés, qui ont un goût un peu différent. Le lait de bufflonne a beaucoup plus de matière grasse. Euh, Mhm. et d'ailleurs, même quand tu achètes de la viande de bœuf, c'est souvent du buff qu'on te vend. C'est pas. D'accord. euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas imaginé que ça puisse être le cas. Mais ça dépend des régions. Hein. C'est vraiment. T'as des Oui, régions où t'as beaucoup plus de bufflonne et l'autre beaucoup plus de vaches. Puis d'accord. après, t'as les différentes vaches. T'as les vaches indiennes, t'as les vaches étrangères, t'as les vaches hybrides. Et chacune a un rendement un peu différent, mange plus ou moins, enfin, a besoin de plus ou moins d'eau. D'accord. Bah, c'est pas peut-être le même sujet, mais puisqu'on parle de lait et que toi, tu travailles actuellement aussi dans ce domaine de lait, mais pour une autre raison, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de ton travail, euh, de ce que tu fais actuellement? En ce moment, je représente une entreprise française dans l'agroalimentaire. Mhm. Et donc, mon job, c'est de développer leurs activités en Inde, dans les produits laitiers et dans d'autres gammes. Euh, voilà. D'accord. C'est pas évident parce qu'en Inde, le retail, est pas tellement développé. C'est-à-dire les magasins, les grandes chaînes. Enfin, c'est Mhm. intéressant parce que c'est en train de passer directement du e-commerce sans passer par les hypermarchés, par exemple. On a quelques supermarchés, on a quelques chaînes, Oui, euh, mais le format, je sais plus ce qui est le plus gros, le super ou l'hyper. Mais genre des carrefours qui font des... Ça n'existe pas. d'accord. Et ouais, voilà. OK, merci. Je vous rappelle, je suis avec Émilie Anand, une Française qui travaille en Inde, et elle est là aujourd'hui pour partager avec nous ses expériences. On va peut-être toucher maintenant, avancer vers la dernière partie de cet entretien, cet échange, où on va parler des livres qu'Émilie a publiés. Donc, il y a trois livres. Si on va sur le site d'Émilie, il y a Espoir au féminin, c'est ton premier livre. Après, Bondati, Petit Métis, c'est sur ton expérience euh, d'avoir un enfant qui vit dans les deux cultures. Et dernier livre qui vient de sortir, c'est S'aimer en Inde, la révolution du sexe et de l'amour. Donc, si tu peux parler de cette expérience d'écrire et publier sur des sujets qui concernent l'Inde ou d'autres. Donc, ma première expérience, c'était en Amérique, après un voyage en Amérique du Sud, à la rencontre de femmes qui travaillent pour l'économie solidaire.
et parler aussi d'un voyage de quatre Françaises en Amérique du Sud. Donc ça, c'est le premier. Celui-là, il était publié aux presses de la Renaissance. Et on est parti ensuite chacune un peu aux quatre coins du monde après la publication. Euh, Mhm. Ensuite, moi, j'écrivais mon blog. Et puis juste avant le confinement, en fait, j'ai discuté avec une copine qui a des enfants aussi franco-indiens. Et on trouvait pas vraiment de support pour leur parler des différences qui peuvent exister ou comment aborder le sujet, disons. Donc, Mhm. on a partagé des idées et, et moi, j'ai eu l'idée de faire mon petit Bandati, euh, qui est un mélange de Bandar et Hati, le singe et l'éléphant, euh, pour expliquer de manière visuelle le métissage, en fait. Mhm. C'est un projet, donc j'illustrais au début pour expliquer mes propos. Et j'ai cherché des illustrateurs, j'ai pas trouvé, donc finalement c'est moi qui les dessinés. Et très difficile de trouver des éditeurs pour les enfants, pour les livres pour enfants. Donc j'ai fini par auto-publier. Ensuite, je me suis lancée dans ma recherche sur la sexualité, l'amour en Inde. Ça a pris Mhm. la forme d'un livre. Euh, j'ai trouvé alors que j'étais un peu trop, je sais pas le mot en français, biased, que je j'arrivais pas à Mhm. prendre assez de recul. Donc, mais j'ai quand même cherché un éditeur à ce moment-là. J'en ai trouvé un qui a fini par me dire qu'il y aurait un peu beaucoup de travail pour pouvoir le publier, donc finalement m'a dit non. Euh, j'ai écrit toute une partie sur l'amour en Occident, les développements. Et puis après, je me suis dit que j'avais encore assez peu compris la sexualité finalement, le rôle que ça pouvait avoir socialement, l'amour, la sexualité, comment les deux pouvaient fonctionner. Donc j'ai écrit une troisième partie. Mhm. J'ai trouvé un éditeur et qui m'a dit c'est bien, on pourrait publier, mais que la première partie. D'accord. Enfin, que la partie sur l'Inde. Donc, elle m'a invité à réécrire ma partie sur l'Inde. Et finalement, j'ai incorporé les éléments principaux des deux autres parties pour faire un tout qui soit plus impartial et plus intéressant aussi. Euh, et on a travaillé ensemble pendant ça a pris un an et demi pour le publier. Voilà. Donc, il est D'accord. sorti en décembre. D'accord. Est-ce que tu as des premiers retours? Comment le livre est reçu? Est-ce que tu envisages également de le publier en anglais, en Inde ou ailleurs? Les premiers retours sont bons. Les gens trouvent qu'il est documenté, que Mhm. l'écriture est facile à lire. Que ça garde une note d'humour. Alors c'est moins comme c'est pas autant que mon blog, mais quand même ça reste, c'est un sujet qui n'est pas léger, mais enfin ce que les gens me disent, ça reste léger. Le ton reste léger, disons. Euh, D'accord. et surtout, moi ce qui me tenait à cœur, c'est que les lecteurs trouvent qu'il n'y a pas de parti pris, c'est pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas Jugement. de D'accord. bien ou pas bien, c'est différent, c'est tout. Donc, D'accord. et pour répondre à ta question, non, je voulais pas le traduire, pas tout de suite. Et en fait, je m'y suis mise là. Donc, je suis en train D'accord. d'ici quelques semaines, il sera prêt en anglais. Très bien. Ouais. D'ailleurs, je pensais peut-être que tu pourras aussi publier tes articles comme un livre. Ça peut intéresser beaucoup de gens en Inde. Alors, dans mon gros bouquin là qui faisait 800 pages, c'était une encyclopédie que j'ai découpée. Mhm. J'ai mon livre sur l'Inde qui est sorti, le livre sur la sexualité aussi, qui n'a là pour le coup rien à voir avec l'Inde. Je l'ai réécrit, il pourrait faire l'objet d'un livre. Et la troisième partie où je mettais beaucoup de mes expériences, parce que j'ai eu un retour d'un éditeur qui me disait que c'était très intéressant, mais on n'arrivait pas entre le vécu tu sais, les recherches, c'était un petit peu perturbant. Donc j'ai enlevé beaucoup d'exemples de mon vécu. Et donc Mhm. j'ai aussi écrit un livre sous forme de nouvelles de tout mon vécu. D'accord. Et je pense qu'il faut que je le retravaille un peu, mais j'ai pas le temps. Mhm. Mais il est prêt, ouais, il est prêt. Et lui, il est vraiment marrant parce que c'est sous forme de nouvelles, en fait. Mhm. Donc, avec chaque nouvelle, j'aborde.
un sujet particulier à l'Inde, par exemple, me marier en Inde, avoir un enfant en Inde, travailler en Inde en tant qu'étrangère, et des anecdotes de ce que j'ai vécu en Inde. Ah, chouette. Moi, j'ai hâte de lire ce livre quand il sera publié. Je te remercie. Euh, Il faut que tu me trouves un éditeur maintenant. On nous verra. touchons vraiment la fin de cet entretien. J'ai deux questions, pardon, et je vais peut-être les grouper en une. Donc, est-ce que tu as des conseils aux Français qui veulent s'installer en Inde ou peut-être même juste pour voyager et inversement aux Indiens qui veulent aller en France pour un voyage ou pour y vivre? Est-ce qu'en gros, tu as quelques mots-clés, quelques conseils que tu pourras partager avec nous? Euh, de rester ouvert, pour ceux les Français qui veulent aller en Inde, de rester ouvert au possible. On dit souvent que l'Inde, quand tu voyages, tu l'adores ou tu la détestes. Hmm. Je pense que ça, c'est ce que tu peux ressentir comme première impression. Et au final, il faut arriver à tempérer les deux. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais comme dans chaque culture, et d'essayer de ne pas rester bloqué sur un des aspects, si c'est un aspect difficile. Et si la personne veut vivre en Inde, de venir y passer plusieurs mois et d'essayer d'échanger avec des gens qui vivent peut-être en Inde. Parce que quand tu vis et que tu Hmm. voyages, c'est vraiment différent, hein. J'ai vécu 8 ans Ouais. à Gourgaon, je suis allée une fois à Old Delhi, par exemple. Alors que Oh, les Français qui voyagent, enfin n'importe qui voyage va aller à Old Delhi et pas à Gourgaon, tu vois. ouais. Et Old Delhi ça a beaucoup changé, mais ça peut quand même te donner un choc. Et oui, bah alors les Français, les Indiens qui voyagent en France, je dirais d'être patient, quoi. Aussi. Non, mais parce que, si tu veux, les Indiens ont un relationnel facile. Ils font vite du networking. Ils Ouais. parlent facilement. C'est tellement plus facile en Inde. Tu vois, j'ai Mhm. un ami qui me disait il y a pas longtemps, il est français, il est venu en Inde, il a été visiter une ville dans le Gujarat. Il connaissait Mhm. personne. Il a trouvé quelqu'un dans son domaine sur Instagram. Il l'a rencontré. Mhm. Cette personne-là lui a fait rencontrer d'autres personnes qui lui a fait rencontrer d'autres personnes. Ah Et mon oui. pote me disait, mais tu vois, moi, je serais hyper emmerdée parce que s'il venait en France, Mhm. mes amis, ça les intéresse pas de le rencontrer. Tu vois, soit ils parlent pas anglais, soit ça les intéresse juste pas. Ah Et oui. même s'ils acceptaient de le rencontrer, ils penseraient pas forcément, ah tiens, peut-être que ça intéresserait telle personne. Oui. Tu vois, et je pense que, je sais pas, mais moi, si j'étais indien, enfin, moi, ça me choque des fois quand je rentre en France. Tu vois, ce peu de Chaleur que... curiosité, d'intérêt, Mhm. mais je pense qu'une fois que tu as gratté la surface, tu dois arriver à trouver les bonnes personnes qui seront intéressées et elles existent, quoi. Mais c'est, voilà, Ouais. juste d'être patient et puis d'apprendre quelques mots de français, parce que ça aide aussi, hein. Oui, non, je le confirme. Peut-être c'est plus difficile de faire des amis en France par Mm, rapport à l'Inde, mais une fois qu'on a des amis, ben mm. là, ça y est, là, Pour la on vie, ne ouais. vous lâche pas et ça, c'est Mm, vraiment très, très chouette ici. ouais, c'est vrai. Écoute, un grand merci, Émilie, d'avoir Merci partagé à toutes toi. ces expériences qui sont riches et qui continuent. On te souhaite beaucoup de succès pour ton livre et ton séjour, de ta vie en Inde. Et espérons qu'on va te re-interviewer un jour. Donc, merci d'être venu. Merci à Et vous. à vous tous, merci. J'espère que cet entretien vous a plu. Et la prochaine fois, je viendrai avec une nouvelle personne qui va partager avec nous ses expériences, peut-être ses expériences en Inde ou en France. Dans tout cas, je vous invite également à consulter notre site web, notre chaîne YouTube, les forums français. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.